L'an 988, Constantinople brille de mille feux comme la plus grande métropole du monde chrétien. Ses murailles colossales surplombent la Corne d'Or, et derrière elles se cache un trésor qui fait saliver tous les conquérants d'Europe et d'Asie. Mais ce matin de décembre, les guetteurs byzantins scrutent l'horizon avec une nervosité inhabituelle. Ils attendent d'une armée, pas n'importe quelle armée, une force venue du nord, dont la simple réputation fait trembler les plus aguerris. L'empereur Basile II fait les 100 pas dans son palais. Depuis 2 ans, il lutte contre des rebelles qui menacent son trône. Bardas Phocas et Bardas Skléros, 2 généraux ambitieux, ont levé des armées entières contre lui. Sa propre garde, composée de Byzantins, inspire plus de méfiance que de confiance. Dans les couloirs du pouvoir, les complots se trament sans cesse. Les loyautés changent comme le vent. Basile sait qu'il ne peut faire confiance à personne dans son propre empire, alors il a fait un pari fou. Un pari qui va changer l'histoire pour les siècles à venir. Il a contacté Vladimir de Kiev, prince d'un territoire que les Byzantins appellent la Russe. Ce Vladimir n'est pas vraiment un allié naturel. Il règne sur des terres habitées par des vikings suédois qu'on nomme les Varegs, des guerriers païens qui terrorisent l'Europe depuis des générations. Mais Vladimir a un problème. Il croule sous les mercenaires. Des milliers de Varegs turbulents affluent vers Kiev, attirés par l'or et la gloire. Le prince ne peut plus les payer. Ces guerriers affamés réclament même Kiev en rançon, menaçant de saccager la ville qu'ils viennent de contribuer à conquérir. La proposition que Basile fait à Vladimir relève du génie diplomatique. En échange de 6000 guerriers Varegs, l'empereur offre quelque chose d'inouï, la main de sa propre sœur, Anne Porphyrogénète, princesse née dans la pourpre impériale. Jamais auparavant un empereur byzantin n'a offert une femme de sang royal à un barbare. Mais Basile pose une condition. Vladimir doit se convertir au christianisme et baptiser tout son peuple. Vladimir accepte. Le prince Vareg saisit l'opportunité de se débarrasser de ses mercenaires encombrants tout en obtenant une alliance prestigieuse. En juillet 988, il se fait baptiser à Chersonèse, une ville byzantine de Crimée. Puis il embarque 6000 de ses guerriers les plus féroces sur des dracars et les envoie vers le sud. Direction Miklagar, la grande cité, le nom que les Scandinaves donnent à Constantinople. Quand les premières voiles apparaissent à l'horizon, les habitants de Constantinople se massent sur les remparts. Le spectacle est à la fois terrifiant et magnifique. Des dizaines de navires longs remontent lentement vers la Corne d'Or. À leur proue, des figures de dragons sculptés semblent cracher le feu. Sur les ponts, des hommes immenses se tiennent debout, leurs armures brillant sous le soleil d'hiver. Les Varegs débarquent par centaines. Les Byzantins n'ont jamais rien vu de tel. Ces guerriers mesurent en moyenne une tête de plus que les soldats locaux. Leurs cheveux blonds ou roux tombent sur des épaules larges comme des portes. Certains portent de longues barbes tressées, ornées d'anneaux d'argent. Leurs yeux bleus glacés semblent sonder l'âme de quiconque les croise. Mais ce qui frappe le plus les observateurs, ce sont leurs armes. Chaque Vareg porte une hache de guerre massive. Ces instruments de mort pèsent plus lourd qu'une épée ordinaire. Leurs lames double tranchant mesurent parfois 40 cm de long. Fixée sur un manche de près de 2 mètres, cette arme permet de décapiter un homme d'un seul coup ou de trancher net un membre protégé par une armure. Les Byzantins, habitués aux escarmouches tactiques et aux manœuvres subtiles, découvrent une forme de combat qui leur est totalement étrangère. Ces Nordiques ne connaissent pas la retraite. Ils chargent en hurlant des cris de guerre qui glacent le sang, brandissant leurs haches avec une force brute terrifiante. L'historien byzantin Michel Psellos les décrit dans sa chronographie. Ces hommes sont armés de boucliers et de la rhomphaia, une épée à un seul tranchant en fer lourd qu'ils portent suspendu à l'épaule droite. Mais cette description clinique ne rend pas justice à leur présence physique. Les Varegs impressionnent par leur stature, leur férocité et surtout leur discipline au combat. Contrairement aux hordes barbares que l'Empire a affrontées par le passé, ces guerriers obéissent aux ordres, forment des lignes de bataille impénétrables et ne rompent jamais les rangs. Basile II observe ces nouvelles recrues avec un mélange de satisfaction et d'appréhension. Il vient de recevoir l'arme la plus redoutable d'Europe. Mais peut-il vraiment leur faire confiance? La réponse va venir plus vite qu'il ne l'imagine. Printemps 989. Bardas Phocas se proclame empereur et marche sur Constantinople avec une armée considérable.
Ces troupes, composées de vétérans byzantins, ont remporté victoire après victoire. Le rebelle pense que rien ne peut l'arrêter. Il a tort, Basile décide de jouer son va-tout. Il place ses Varegs en première ligne, sous son commandement direct. Les mercenaires nordiques n'ont pas combattu depuis leur débarquement. Ils sont impatients de tremper leurs haches dans le sang. L'empereur leur promet une part du butin et surtout la gloire. Pour ces guerriers qui vivent pour la bataille et rêvent de mourir l'épée à la main, c'est le paradis. La bataille d'Abydos se déroule le 13 avril 989. Les deux armées se font face sur les rives de la mer de Marmara. Bardas Phocas, confiant, lance ses troupes à l'assaut. Les soldats byzantins avancent en formation serrée, leurs boucliers formant un mur impénétrable. Ils s'attendent à affronter l'armée impériale habituelle, puis les Varegs chargent. Le choc est brutal. Les guerriers nordiques déferlent comme une vague de fer et de sang. Leurs haches fendent les boucliers, brisent les lances, écrasent les armures. Les cris de guerre scandinaves résonnent sur le champ de bataille, couvrant les hurlements des mourants. Michel Psellos rapporte que Basile avait intégré ses taureaux scythes dans une division comprenant d'autres troupes étrangères, mais ce sont bien les Varegs qui font la différence. La formation rebelle se disloque sous l'assaut. Les soldats de Bardas Phocas, pourtant aguerris, reculent devant la furie nordique. Certains jettent leurs armes et fuient. Puis survient un événement providentiel. Bardas Phocas lui-même, au cœur de la mêlée, s'effondre brutalement. Arrêt cardiaque. Le chef rebelle meurt sans avoir reçu un seul coup. La déroute devient massacre. Les Varegs se lancent à la poursuite des fuyards avec un enthousiasme sauvage. Psellos note qu'ils mirent joyeusement les fugitifs en pièces. Les chroniqueurs byzantins, habitués à décrire les batailles avec une certaine retenue aristocratique, ne trouvent pas les mots pour exprimer la violence brute qu'ils viennent de voir. Les Varegs ne font pas de quartier. Ils poursuivent, frappent, tuent, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne à abattre. Basile II a trouvé son arme secrète. Ses guerriers viennent de lui sauver le trône. Plus important encore, ils n'ont montré aucun intérêt pour les intrigues byzantines. Pendant que les nobles grecs complotent dans les couloirs du palais, les Varegs ne pensent qu'à trois choses: combattre, boire et amasser de l'or. Cette simplicité fait d'eux les serviteurs parfaits pour un empereur assiégé de toutes parts. Dans les semaines qui suivent, Basile prend une décision historique. Il dissout sa garde personnelle byzantine et la remplace par un régiment entièrement composé de Varegs. Ces guerriers nordiques deviennent officiellement la garde varangienne, du grec tagmaton varangon. Le terme Vareg lui-même dérive probablement du vieux norrois Veringjar, qui signifie homme lié par serment. Le serment que prêtent ces mercenaires est absolu. Ils jurent fidélité non pas à l'Empire byzantin, non pas à Constantinople, mais à la personne même de l'empereur. Cette nuance est cruciale. Les Varegs ne se battent pas pour une idée abstraite de patrie ou de gloire nationale. Ils se battent pour l'homme qu'ils ont juré de protéger. Cette loyauté personnelle, typique de la culture guerrière scandinave, fait d'eux les gardes du corps les plus fiables du monde connu. Les avantages de cette garde étrangère apparaissent immédiatement. Les Varegs ne parlent pas grec. Ils ne comprennent rien aux subtilités de la politique byzantine. Les nobles qui cherchent à les corrompre se heurtent à un mur linguistique et culturel. Ces Nordiques venus du froid n'ont aucun intérêt pour les jeux de pouvoir qui obsèdent l'aristocratie constantinopolitaine. Ils veulent de l'or, certes, mais ils savent que leur fortune dépend de la survie de l'empereur. Tant que Basile vit, ils touchent leur solde généreuse. S'ils meurent, ils risquent de perdre leur position privilégiée. Cette logique implacable crée une loyauté sans faille. Les chroniqueurs byzantins notent avec étonnement que les Varegs restent fidèles même dans les situations les plus désespérées. Quand un complot éclate au palais, quand une révolution menace, quand l'empereur est abandonné par ses propres généraux, les Varegs sont toujours là, hache levée, prêts à mourir pour leur seigneur. La garde s'installe dans le grand palais de Constantinople. Les Varegs disposent de leur propre quartier, séparés des autres unités. Ils vivent en communauté fermée, parlant leur langue, pratiquant leurs coutumes, buvant leur hydromel. Les Byzantins les observent avec un mélange de fascination et de crainte. Ces géants blonds sont devenus les protecteurs les plus puissants de l'Empire, mais ils restent profondément étrangers. Basile les utilise non seulement comme garde du corps, mais aussi comme troupe de choc dans ses campagnes militaires.
Quand l'empereur lance sa grande offensive contre les Bulgares, les Varegs forment l'avant-garde. Leur réputation les précède. Les ennemis de Byzance apprennent rapidement qu'affronter ces Nordiques revient à un suicide. Sur les champs de bataille, les Varegs brisent les lignes ennemies comme un marteau fracasse un crâne. L'empereur leur accorde un privilège unique, le droit de pillage. Quand Byzance remporte une victoire, les Varegs ont le premier choix sur le butin. Ils peuvent littéralement entrer dans le trésor du palais conquis et emporter ce qu'ils peuvent porter. Ce privilège, appelé Polutasvarf, devient légendaire. Les guerriers qui servent quelques années dans la garde varangienne rentrent chez eux immensément riches. Cette perspective attire les plus valeureux combattants de Scandinavie, de Suède, du Danemark, de Norvège, d'Islande. Des jeunes guerriers commencent à affluer vers Constantinople. Le voyage est long et périlleux. Depuis Stockholm ou Oslo, il faut descendre les fleuves de Russie, traverser les terres des Slaves, éviter les tribus hostiles, franchir la mer Noire. Certains voyagent pendant des mois, voire des années, avant d'apercevoir les murs de Miklagard. Mais la récompense vaut tous les dangers. Servir dans la garde varangienne représente le summum de la carrière pour un guerrier scandinave. Le salaire dépasse de loin ce qu'on peut gagner comme mercenaire ailleurs en Europe. La nourriture est abondante et excellente. L'équipement fourni par l'Empire byzantin est le meilleur du monde. Et surtout, la gloire acquise à Constantinople ouvre toutes les portes au retour. Les sagas islandaises regorgent d'histoires de héros partis chercher fortune à Byzance. Ces récits parlent d'hommes ordinaires transformés en légendes vivantes. Un guerrier revient avec suffisamment d'or pour acheter des terres, épouser une noble, fonder une dynastie. Ces success stories alimentent les rêves de toute une génération de jeunes Scandinaves. La garde devient aussi un refuge pour les exilés. Dans les sociétés nordiques, les querelles de clans peuvent forcer un homme à fuir son pays natal. Plutôt que de vivre en paria, ces exilés prennent la route du sud. À Constantinople, peu importe qu'on soit un banni, un fils cadet sans héritage ou un simple aventurier. Seul compte la valeur au combat. La composition de la garde évolue avec les décennies. Aux Suédois initiaux s'ajoutent des Danois, des Norvégiens, des Islandais. Certains viennent même de Russes, ces territoires slaves gouvernés par des dynasties d'origine viking. Cette diversité nordique crée une culture militaire unique. Les Varegs parlent différents dialectes scandinaves, mais se comprennent mutuellement. Ils partagent les mêmes valeurs guerrières, la même conception de l'honneur, le même mépris de la mort. Les officiers byzantins apprennent à commander ces mercenaires particuliers. Les Varegs n'acceptent pas n'importe quel ordre. Ils respectent la bravoure, le leadership personnel, la compétence tactique. Un général qui reste en arrière pendant que ses hommes se battent perd immédiatement leur respect. En revanche, un commandant qui charge à leur côté gagne leur loyauté absolue. Basile II l'a compris. Il mène souvent ses Varegs en personne, s'exposant au même danger qu'eux. Cette relation directe entre l'empereur et sa garde crée un lien presque féodal. Les Varegs se considèrent comme la Droujina personnelle du Basilus, reprenant le terme slave pour désigner la garde rapprochée d'un prince. Ils ne sont pas simplement des mercenaires salariés, ils sont les compagnons d'armes de l'homme le plus puissant du monde chrétien. 1034. Un jeune homme d'environ 18 ans arrive à Constantinople avec 500 compagnons. Il s'appelle Harald Sigurdsson, mais l'histoire le connaîtra sous un autre nom, Harald Hardrada, le Sévère. Son histoire illustre parfaitement le destin des Varegs les plus exceptionnels. Harald est né en Norvège vers 1015. Il est le demi-frère du roi Olaf II, dit Olaf le Saint. À 15 ans seulement, il participe à la bataille de Stiklestad en 1030, où son frère tente de reconquérir le trône norvégien. La bataille tourne au massacre. Olaf est tué. Harald, gravement blessé, réussit à s'échapper grâce à l'aide de ses compagnons. Il fuit en Suède, puis continue vers l'est jusqu'à Novgorod, en Russe de Kiev. Le prince Yaroslav le Sage l'accueille avec les honneurs dus à un prince exilé. Harald passe plusieurs années à son service combattant les Polonais, les Péchenègues et autres ennemis de la Russe. Mais le jeune prince norvégien rêve de plus grand. Il veut amasser assez de richesses et de gloire pour retourner en Norvège et réclamer le trône. Il sait qu'un seul endroit peut lui offrir ce qu'il cherche, Constantinople. Quand Harald arrive à Miklagard, il est déjà un guerrier accompli. Grand, fort, charismatique, il parle plusieurs langues et possède une intelligence tactique remarquable.
Les recruteurs de la garde varangienne repèrent immédiatement son potentiel. Harald et ses 500 hommes sont incorporés dans le régiment d'élite. Commence alors une décennie d'aventures qui semble sortie d'un roman. Harald participe à 18 grandes batailles sous les couleurs byzantines. Il combat en Asie mineure contre les Arabes, en Syrie, en Bulgarie, en Sicile, dans le sud de l'Italie. Partout où l'Empire byzantin envoie ses troupes, Harald est en première ligne, sa hache fendant l'air, son cri de guerre résonnant au-dessus du fracas du combat. En 1038, l'empereur envoie une expédition en Sicile pour reprendre l'île aux Arabes. Le commandement est confié au général Georges Maniakès, un géant byzantin réputé pour sa force physique et sa brutalité. Harald sert sous ses ordres. La campagne est un succès. Les Varegs s'emparent de Messine, puis de Syracuse. Harald se distingue par son courage et son habileté tactique. Il ne se contente pas de charger tête baissée. Il comprend les principes de la stratégie, sait quand frapper et quand se retirer, combine la férocité nordique avec la ruse byzantine. Les chroniqueurs rapportent qu'Harald accumule une fortune colossale. Après chaque victoire, il exerce son droit de pillage. Mais contrairement à beaucoup de ses compagnons qui dilapident leur or en beuveries et en femmes, Harald envoie méthodiquement son butin à Kiev, où Yaroslav le conserve en sécurité. Le jeune prince norvégien pense déjà à son retour. Sa carrière culmine quand il est nommé Akolutos, commandant de la garde varangienne. C'est la position la plus prestigieuse qu'un étranger puisse atteindre dans l'armée byzantine. Harald commande désormais tous les Varegs, ces géants du Nord qui font trembler les ennemis de l'Empire. Il n'a que 27 ans, mais sa fortune tourne brusquement. En 1042, l'empereur Michel IV meurt. Son neveu et successeur, Michel V, se méfie d'Harald. Le nouveau Basileus voit en ce Vareg charismatique une menace potentielle. Les raisons exactes de ce qui suit restent floues. Certaines sources affirment que Harald a demandé la main d'une parente de l'impératrice Zoé et a été refusée. D'autres prétendent qu'il a été accusé de détournement du trésor impérial. Quoi qu'il en soit, Harald est jeté en prison. Sa captivité est de courte durée. En avril 1042, une révolution éclate à Constantinople. Michel V est renversé. Dans le chaos qui suit, Harald s'évade ou est libéré. Quand la poussière retombe, un nouvel empereur règne, Constantin IX Monomaque. Harald sait qu'il est temps de partir. Il rassemble sa fortune, dit adieu à ses compagnons Varegs et prend la route du Nord. Le voyage de retour dure des mois. Harald remonte les fleuves russes, s'arrête à Kiev pour récupérer son trésor, épouse Elisaveta, la fille d'Yaroslav. Puis il continue vers la Norvège. En 1046, il arrive dans son pays natal. 15 ans se sont écoulés depuis sa fuite après la bataille de Stiklestad. Il était parti jeune guerrier blessé. Il revient prince richissime et guerrier légendaire. La suite de son histoire appartient à la Scandinavie. Harald réussit à s'emparer du trône de Norvège et règne avec une main de fer pendant 20 ans. Il tente de conquérir le Danemark sans succès. Puis en 1066, il lance une dernière expédition audacieuse, envahir l'Angleterre. Le 25 septembre 1066, Harald Hardrada meurt à la bataille de Stamford Bridge, tué par une flèche à la gorge. Avec lui s'éteint l'ère viking. Les historiens considèrent souvent cette bataille comme la fin symbolique de l'âge des Vikings. Mais l'héritage d'Harald dans la garde varangienne perdure. Son exemple inspire des générations de guerriers nordiques. Servir dans la garde devient un passage obligé pour tout héros scandinave digne de ce nom. Les sagas chantent ses exploits à Constantinople. Les skaldes composent des vers sur le dernier grand viking. Et dans les fjords de Norvège, dans les îles d'Islande, les jeunes hommes continuent de rêver à Miklagard, la ville où un guerrier peut devenir une légende. Au-delà des batailles épiques, les Varegs mènent une existence étonnamment réglée à Constantinople. Leur caserne se trouve dans le Grand Palais, au cœur du pouvoir impérial. Les quartiers Varegs sont séparés du reste du palais. Les guerriers y vivent selon leurs propres coutumes, créant une sorte d'enclave scandinave au sein de la capitale byzantine. La journée commence tôt. Les Varegs s'entraînent chaque matin, maintenant leurs compétences martiales à leur maximum. Ils pratiquent le maniement de la hache, s'affrontent en duels amicaux, courent pour maintenir leur endurance. L'entraînement est brutal. Les accidents ne sont pas rares. Mais ces guerriers ne connaissent pas d'autre manière de vivre. Pour eux, un corps non exercé est un corps mort. Leur solde est versé régulièrement et généreusement. Les Varegs gagnent plusieurs fois le salaire d'un soldat byzantin ordinaire.
Cette différence crée des tensions avec les troupes locales, qui voient ces étrangers mieux payés qu'eux. Mais les empereurs savent que cette générosité garantit la loyauté. Un vareg bien payé est un vareg fidèle. L'équipement fourni par l'Empire est de première qualité. Les varegs portent des cottes de mailles byzantines, des casques ornés, des boucliers renforcés. Mais ils conservent leurs armes traditionnelles. La hache reste leur instrument de prédilection. Certains possèdent des haches transmises de père en fils, des armes dont le fer a été forgé en Scandinavie des générations plus tôt. Ces haches ont des noms, des histoires. Elles sont considérées presque comme des êtres vivants. La garde assure plusieurs fonctions. Sa mission première est évidemment de protéger l'empereur. Où que le basileus aille, les varegs l'accompagnent. Ils se tiennent à ses côtés pendant les audiences, les cérémonies, les banquets. Leur présence imposante dissuade les assassins potentiels. Plus d'un comploteur a renoncé à ses plans en voyant les géants nordiques qui entourent leur cible. Les varegs servent aussi de force de police spéciale. Quand un noble est accusé de trahison, ce sont les varegs qui l'arrêtent. Leur nature étrangère les rend imperméables à la corruption. Un conspirateur ne peut pas acheter un vareg avec des promesses de pouvoir politique. Ces Nordiques ne comprennent même pas les enjeux des luttes d'influence byzantine. Lors des cérémonies officielles, les varegs jouent un rôle décoratif autant que sécuritaire. Ils se tiennent en rang, vêtus de leurs plus belles armures, leurs haches reposant sur l'épaule. Leur simple présence impressionne les ambassadeurs étrangers et rappelle aux nobles byzantins que l'empereur dispose d'une force à laquelle personne ne peut résister. Mais la vie n'est pas que discipline et devoir. Les varegs savent aussi profiter des plaisirs de Constantinople. La ville regorge de tavernes où coule le vin grec et l'hydromel importé. Les guerriers nordiques ont la réputation d'être de grands buveurs. Les chroniqueurs byzantins, souvent scandalés par leurs excès, décrivent des beuveries homériques où les varegs vident des amphores entières. La légende raconte que Vladimir de Kiev aurait rejeté l'islam comme religion d'État en déclarant « Boire est la joie des Russes ». Ces guerriers varegs incarnent parfaitement cet amour de l'alcool. Les varegs fréquentent aussi les bains publics. Adoptant cette coutume byzantine avec enthousiasme, ils découvrent les délices culinaires de la capitale, même s'ils continuent à préférer leur cuisine traditionnelle. Certains épousent des femmes grecques, créant des familles métisses. D'autres restent célibataires, économisant chaque pièce d'or pour leur retour en Scandinavie. La communauté vareg maintient ses propres traditions. Ils célèbrent les fêtes nordiques, même après leur conversion nominale au christianisme. Le Yule, la célébration du solstice d'hiver, reste important. Les varegs se réunissent, festoient, racontent des sagas, chantent des chants de guerre. Ces moments de communion renforcent les liens entre guerriers qui partagent la même origine culturelle malgré leurs différences de nationalité. La religion joue un rôle ambigu. Officiellement, les varegs doivent être chrétiens pour servir dans la garde. Mais leur christianisme reste souvent superficiel. Beaucoup continuent à vénérer secrètement les anciens dieux nordiques, Odin, Thor, Freya. Ils portent des amulettes en forme de marteau de Thor sous leur croix chrétienne. Les prêtres byzantins déplorent ce paganisme larvé, mais ferment les yeux. Tant que les varegs protègent l'empereur, leur orthodoxie religieuse importe peu. Les graffitis découverts à Sainte-Sophie témoignent de la présence vareg. Sur les balustrades de marbre de la grande église, des runes scandinaves gravées il y a 1000 ans proclament « Halfdan a sculpté ces runes ». Ces inscriptions anonymes donnent vie à ces guerriers disparus depuis longtemps. Halfdan, quel qu'il fût, voulait laisser sa marque dans la plus belle église du monde chrétien. Combien d'autres varegs ont-ils gravé leur nom dans la pierre, affirmant ainsi leur existence face à l'immensité de Constantinople? 14 octobre 1066. Sur une colline près de Hastings, en Angleterre, se joue l'une des batailles les plus décisives de l'histoire européenne. Le roi Harold Godwinson affronte Guillaume de Normandie. La journée est longue et sanglante. Les huscarls anglo-saxons, armés de leurs haches de guerre, repoussent charge après charge de la cavalerie normande. Mais en fin d'après-midi, une flèche frappe Harold à l'œil. Le roi d'Angleterre s'effondre. Sans leur chef, les anglo-saxons se dispersent. Guillaume a gagné. L'Angleterre change de main. Pour les nobles anglo-saxons, la conquête normande signifie la catastrophe. Guillaume confisque leurs terres et les distribue à ses chevaliers français. Les aristocrates anglais qui ont combattu à Hastings se retrouvent dépossédés
exilés, réduits à rien. Certains tentent de résister. Guillaume répond par une brutalité sans précédent. Le Harrying of the North, le massacre du Nord, voit des villages entiers rasés, des populations affamées, des terres stérilisées. Les estimations suggèrent que plus de 100 000 personnes meurent de faim dans les années qui suivent. Face à cet apocalypse, beaucoup d'anglo-saxons choisissent l'exil. Mais où aller? Certains fuient en Écosse, d'autres en Irlande. Quelques-uns trouvent refuge en Scandinavie, auprès des rois danois ou norvégiens. Mais les plus aventureux se souviennent d'une terre lointaine où un guerrier peut faire fortune, Constantinople. Les anglo-saxons connaissent bien la route de Miklagard. Leurs ancêtres vikings ont établi les chemins depuis longtemps. De plus, Harald Hardrada, qui a tenté d'envahir l'Angleterre 3 semaines avant Hastings, était lui-même un ancien commandant de la garde varangienne. Les guerriers anglais savent qu'à Constantinople, leur valeur sera reconnue et récompensée. Les premiers arrivent au début des années 1070. Ils débarquent par centaines, peut-être par milliers. Les chroniqueurs parlent de flottes entières d'exilés anglais naviguant à travers la Méditerranée. Ces hommes ne sont pas des paysans fuyant la guerre. Ce sont des guerriers professionnels, des huskarls, qui ont combattu à Hastings et survécu. Ils maîtrisent le combat à la hache tout comme les Scandinaves. Leur arrivée transforme la garde varangienne. L'empereur Alexis Ier Comnène, qui règne à partir de 1081, accueille ces réfugiés avec enthousiasme. L'Empire byzantin fait face à de nouvelles menaces. Les Turcs seldjoukides avancent en Asie mineure. Les Normands du sud de l'Italie, ironiquement les cousins de ceux qui ont conquis l'Angleterre, menacent les possessions byzantines dans les Balkans. Alexis a besoin de guerriers d'élite. Les anglo-saxons comblent ce besoin. La composition de la garde change radicalement. En quelques décennies, les anglo-saxons deviennent majoritaires parmi les Varegs. Les guerriers scandinaves continuent d'affluer, mais en nombre décroissant. L'âge viking touche à sa fin en Scandinavie. Les royaumes nordiques se christianisent et se stabilisent. Les jeunes hommes ont moins de raisons de partir chercher fortune à l'étranger. Les anglo-saxons apportent leur propre culture militaire. Ils parlent l'ancien anglais plutôt que le norrois, mais les deux langues sont assez proches pour permettre une communication basique. Plus important encore, ils partagent avec les Scandinaves la tradition de la hache de guerre et du serment de loyauté absolue. L'intégration se fait naturellement. Cette transformation pose cependant des questions d'identité. Que signifie être un Vareg quand la majorité des gardes ne viennent plus de Scandinavie? Le terme Vareg évolue. Il ne désigne plus une origine ethnique spécifique, mais plutôt une fonction. Être membre de la garde impériale d'élite. Un anglo-saxon servant dans la garde est un Vareg. Un Scandinave l'est aussi. L'identité Vareg devient professionnelle plutôt que nationale. Les sources mentionnent même l'existence d'une colonie anglo-saxonne dans la région de la mer Noire. Selon la Edward Saga, une saga islandaise, l'empereur Alexis accorde aux exilés anglais des terres à 6 jours de navigation de Constantinople, probablement en Crimée. Là, ils fondent ce que certains chroniqueurs appellent Nova Anglia, une nouvelle Angleterre. Ces colons reproduisent leur mode de vie anglais, construisent des villes qu'ils nomment Londres et York, rejettent même l'autorité de l'Église grecque pour se tourner vers des évêques venus de Hongrie. Cette colonie demeure mystérieuse. Les preuves archéologiques manquent. Mais l'idée fascine des anglo-saxons créant une petite Angleterre sur les rives de la mer Noire, à des milliers de kilomètres de leur patrie perdue. Certains de ces colons rejoignent périodiquement la garde varangienne, faisant le voyage jusqu'à Constantinople pour servir quelques années avant de retourner à Nova Anglia. Au XIIe siècle, la garde parle principalement anglais. Les Byzantins notent ce changement. Anne Comnène, la fille érudite d'Alexis Ier, décrit dans son Alexiade ces guerriers qu'elle appelle parfois anglais plutôt que Varegs. Elle observe leur loyauté, leur courage, mais aussi leur brutalité. Les anglo-saxons conservent toute la férocité de leurs prédécesseurs scandinaves, 1081. Dyrrachion, une ville fortifiée de la côte dalmate, actuelle Albanie. L'empereur Alexis Ier fait face à une invasion normande menée par Robert Guiscard, le même Normand qui a aidé à conquérir le sud de l'Italie. L'armée byzantine comprend des Varegs, désormais majoritairement anglo-saxons. L'ironie est cruelle.
des anglo-saxons qui ont fui la conquête normande vont affronter les cousins de leurs oppresseurs. La bataille se déroule mal pour Byzance. Les Normands lancent une charge de cavalerie dévastatrice. Alexis place ses Varegs en première ligne, comptant sur leur réputation pour briser l'assaut. Mais les cavaliers normands, lourdement armés et superbement entraînés, déferlent avec une force irrésistible. Les Varegs résistent héroïquement, leurs haches fauchant hommes et chevaux. Mais ils sont débordés, encerclés, massacrés. La garde subit des pertes catastrophiques. Cette défaite choque Constantinople. Les Varegs, réputés invincibles, ont été vaincus. La raison est simple, la guerre a évolué. La cavalerie lourde médiévale représente une nouvelle forme de combat que les tactiques d'infanterie Varegs ne peuvent contrer. Les haches, si efficaces contre l'infanterie, s'avèrent moins redoutables face à des chevaliers montés. Mais les Varegs continuent à servir. Leur valeur n'est pas uniquement militaire. Ils restent les protecteurs les plus fiables de l'empereur. Et sur certains terrains, leur efficacité demeure inégalée. En Italie du Sud, les Varegs combattent les Normands et les Lombards avec succès. Leur réputation de brutalité se confirme. Les chroniques locales les décrivent comme des barbares sanguinaires qui pillent sans merci. En 1204 survient le désastre final. La 4e croisade, détournée de sa mission originale, attaque Constantinople elle-même. Les croisés, censés libérer Jérusalem, décident de piller la capitale chrétienne d'Orient. Les Varegs se battent jusqu'au bout pour défendre leur empereur. Ils sont les seuls à résister efficacement lors de l'attaque du 17 juillet 1203. Quand l'empereur Alexis V Murtzuphlus leur promet que s'ils échouent, ils seront remplacés par des mercenaires latins, les Varegs redoublent d'efforts, mais même leur courage ne peut empêcher l'inévitable. Constantinople tombe le 12 avril 1204. Les croisés déferlent dans la ville, pillant, violant, massacrant. Les Varegs, abandonnés par leurs officiers grecs, n'ont d'autre choix que de se rendre. La garde varangienne, en tant qu'institution cohérente, cesse d'exister ce jour-là. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas complètement. Quand l'Empire byzantin se reconstitue à Nicée, puis reconquiert Constantinople en 1261, une nouvelle garde Varègue est reformée. Mais ce n'est plus qu'une ombre de sa gloire passée. Les effectifs sont réduits, les nouvelles recrues sont moins bien entraînées. La garde devient surtout cérémonielle, des gardes d'apparat plus que de véritables combattants. Au XIIIe siècle, les Varegs se sont largement assimilés à la population grecque. Leurs descendants parlent grec, épousent des Byzantins, adoptent les coutumes locales. L'identité Varègue se dilue. Seuls quelques individus continuent à se réclamer de cette ascendance. En 1404, un chroniqueur anglais mentionne encore des gardes portant des haches au palais impérial. Mais il s'agit probablement d'une tradition maintenue artificiellement plutôt que d'une véritable continuation de la garde originelle quand Constantinople tombe aux mains des Ottomans en 1453. La garde varangienne n'existe plus depuis longtemps. Mais son héritage perdure de manières inattendues. Dans les fjords de Norvège, dans les îles d'Islande, dans les villages d'Angleterre, les descendants de ces guerriers conservent la mémoire de leurs ancêtres. Les sagas continuent à être récitées, racontant les exploits d'hommes partis chercher fortune à Miklagarde. L'impact des Varegs sur Byzance fut considérable. Pour la première fois, l'Empire employa systématiquement une force étrangère comme garde personnelle de l'empereur. Cette pratique influença les cours européennes. Le concept de garde suisse, qui protégeront les papes et les rois de France, doit beaucoup au modèle Varègue. L'idée qu'une garde étrangère est plus fiable qu'une garde nationale devient un lieu commun de la pensée politique médiévale. Les Varegs enrichirent aussi la Scandinavie et l'Angleterre. L'or byzantin afflua vers le nord, porté par les vétérans de retour. Cet or finança des églises, des monastères, des domaines. Les techniques militaires byzantines furent adaptées et intégrées. Les récits de Constantinople fascinèrent des générations d'auditeurs, ouvrant les esprits nordiques à une civilisation sophistiquée. Sur le plan culturel, les échanges furent mutuels. Les Byzantins découvrirent les sagas nordiques, la poésie scaldique, la mythologie germanique. Les artisans grecs s'inspirèrent parfois de motifs scandinaves. Réciproquement, les Varegs de retour ramenèrent des objets byzantins, des icônes, des tissus précieux, des manuscrits. Ces artefacts trouvés dans des tombes scandinaves témoignent de ces échanges. Les runes gravées à Sainte-Sophie constituent un pont tangible entre deux mondes.
Ces inscriptions nordiques au cœur de la plus grande église orthodoxe symbolisent la rencontre improbable entre la chrétienté byzantine et la culture guerrière scandinave. Un vareg nommé Halfdan, dont on ne sait rien d'autre, a voulu affirmer son passage dans ce lieu sacré. Son graffiti a survécu à Constantinople, à l'Empire byzantin, à la garde varangienne elle-même. La garde représente aussi un exemple fascinant de multiculturalisme médiéval. Dans une époque souvent perçue comme tribale et fermée, les varegs démontrent qu'une identité pouvait transcender les origines nationales. Des Suédois, des Danois, des Norvégiens, des Islandais, des Russes slaves, des Anglo-Saxons servirent côte à côte, unis par un serment commun et une culture guerrière partagée. Cette diversité n'affaiblissait pas la garde. Au contraire, elle la renforçait. Le concept de loyauté personnelle incarné par les varegs fascine encore aujourd'hui. Dans un empire rongé par les complots et les trahisons, ces guerriers étrangers restaient fidèles jusqu'à la mort. Leur serment n'était pas conditionnel. Ils ne se demandaient pas si l'empereur était juste ou cruel, compétent ou incompétent. Ils avaient juré de le protéger, et ils tiendraient ce serment. Cette conception absolutiste de l'honneur peut sembler primitive, mais elle assurait une fiabilité que la sophistication byzantine ne pouvait égaler. Les varegs nous rappellent aussi que l'histoire européenne ne se limite pas au conflit entre chrétienté et islam, entre Occident et Orient. Il existait une troisième voie, nordique, qui reliait la Baltique à la Méditerranée, la Scandinavie à Byzance, les fjords glacés aux mers chaudes. Cette route de l'Est, parcourue par les varegs, fut aussi importante pour le développement médiéval que les routes maritimes plus célèbres. Pendant plus de 2 siècles, des géants nordiques ont veillé sur les empereurs de Byzance. Ils venaient de terres froides et sauvages, de cultures païennes guerrières. Ils ont traversé des continents entiers pour servir un empire dont ils ne comprenaient pas la langue, la religion, les coutumes. Mais ils ont tenu leur serment avec une fidélité que les Byzantins civilisés eux-mêmes ne pouvaient égaler. La garde varangienne fut bien plus qu'une simple unité militaire. Elle représentait un pont entre mondes, un exemple de loyauté absolue dans un univers de trahison, une preuve que le courage et l'honneur pouvaient transcender les barrières culturelles. Ces guerriers vikings devenus gardes impériaux incarnaient un paradoxe fascinant. Les barbares protégeant la civilisation, les païens défendant la chrétienté, les étrangers servant comme les plus fidèles des sujets. Leur histoire aurait pu être oubliée, perdue dans le chaos des invasions et des conquêtes qui ont balayé l'Europe médiévale. Mais les runes gravées sur le marbre de Sainte-Sophie, les sagas récitées dans les halls nordiques, les chroniques byzantines, tous témoignent de leur passage. La garde varangienne a laissé une trace indélébile dans l'histoire. Elle nous rappelle qu'à une époque où les Vikings semaient la terreur dans toute l'Europe, certains d'entre eux ont choisi une voie différente. Ils sont devenus les protecteurs de la plus grande ville du monde chrétien. Et cette ville, cette Constantinople qui les avait accueillis comme mercenaires, leur a accordé l'immortalité qu'ils cherchaient, non pas en Valhalla, comme leurs ancêtres païens l'espéraient, mais dans les pages de l'histoire où leur nom résonne encore, les varegs, les Vikings qui gardaient l'empereur romain.